Hier, vous étiez une noble femme respectée, protégée par les lois de Rome. Aujourd'hui, vous êtes à genoux sur le froid marbre du palais impérial, cherchant une pièce de monnaie jetée par le pire ennemi de votre mari. Vous n'êtes pas une criminelle. Vous êtes une détenue du bordel personnel de l'empereur, un système tordu où les épouses des sénateurs sont contraintes de vendre leur corps au public, tandis que leurs maris observent en silence paralysé. Alors que vos doigts tremblants touchent l'argent, vous réalisez que ce n'est pas seulement de l'humiliation, c'est un calcul destiné à voir si vous aimez votre dignité plus que la vie de votre fille. Vous devez la ramasser, vous devez sourire, et vous devez détruire votre propre âme pour que votre enfant continue de respirer. Ce n'était pas seulement de la folie, c'était une machine de guerre psychologique construite par Caligula, et c'est l'histoire de la femme qui a trouvé un moyen de s'en échapper. Le ciel gris au-dessus de Rome ne ressemblait pas aux cieux, il ressemblait à un lourd couvercle d'ardoise pressant une marmite sur le point de déborder. Une brume épaisse et inhabituelle s'accrochait aux 7 collines, humidifiant les piliers de marbre du forum jusqu'à ce qu'ils suent comme des hommes nerveux. D'habitude, cette heure serait remplie de la symphonie chaotique de la plus grande ville du monde. Les cris des marchands, le cliquetis des roues d'armes de chariot, les rires des enfants jouant près des fontaines. Mais aujourd'hui, la ville éternelle retenait son souffle. Le silence était contre nature, brisé seulement par le piétinement rythmique de la garde prétorienne et le tintement lointain et lugubre des cloches. C'était une ville à la gorge serrée, paralysée par un deuil que personne ne ressentait, mais que chacun devait jouer. Aelia se tenait devant un miroir de bronze poli, ses mains tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine attacher la fibule sur son épaule. C'était une femme de 24 ans, avec des yeux sombres et intelligents, actuellement écarquillée par une terreur qu'elle essayait de ravaler. Ses cheveux châtains étaient sévèrement tirés en arrière, comme le dictait la mode, mais sa peau était pâle, vidée de son sang par l'édit du matin. « Maman, ça fait mal !» se plaignit une petite voix. Aelia baissa les yeux. Camilla, sa fille de 3 ans, tirait sur la laine noire rugueuse de sa tunique de deuil. Camilla était un rayon de soleil dans une pièce sombre, avec des joues rondes et des boucles indisciplinées, qui rebondissaient habituellement quand elle courait. Aujourd'hui, elle ressemblait à une veuve miniature, confuse et mal à l'aise. « Je sais, mon amour, » murmura Elia en s'accroupissant. « Mais tu dois la porter. Et tu te rappelles le jeu auquel nous avons joué ? Pas de sourire aujourd'hui, pas même un petit peu. »« Pourquoi ?» demanda Camilla, sa lèvre inférieure projetée en avant. « Parce que l'empereur est triste, » dit Elia, la voix tendue. « Et quand l'empereur est triste, Rome doit pleurer avec lui. » La porte s'ouvrit en grinçant, et Lucius entra. Son mari, un jeune sénateur de 30 ans, portait habituellement l'assurance facile des vieilles fortunes. Maintenant, il ressemblait à un homme marchant à la potence. Sa toge était en désordre, et des perles de sueur perléant sur sa lèvre supérieure malgré le froid ambiant. « La litière attend, » dit Lucius, sa voix un râle sec. « Nous ne pouvons pas être en retard. Tu connais les nouvelles lois. C'est un crime capital de dîner en famille. C'est un crime capital de prendre un bain. Et que Dieu nous aide, c'est un crime capital de rire. » Elle se déplaçait dans les rues comme des fantasseries, comme des fantômes. Le mont Palatin se dressait devant eux, épicentre de la folie. Caligula, l'homme qu'ils appelaient jadis Petite Botte, le garçon que les soldats aimaient s'était transformé en quelque chose de tout autre. Sa sœur Drusilla était morte. Et dans son deuil dévastateur, il avait décidé que sa douleur personnelle devait devenir la réalité de l'Empire. Il avait militarisé le deuil. Alors qu'il montait son marche du complexe impérial, l'air s'alourdissait de l'odeur d'encens et de vieux sang. Des centaines de sénateurs et leurs familles étaient rassemblés dans la grande cour, une mer de laine noire et de visages terrifiés. Soudain, une agitation éclata près du portique. Aelia tressaillit, tirant Camilla contre sa jambe. 2 gardes prétoriens traînaient un jeune légionnaire sur le sol de marbre. Le soldat donnait des coups de pied confus. « Je n'ai rien fait, ce n'était pas qu'une toux !» hurla le soldat. « Je jure par les dieux, ce n'était qu'une toux. »« Tu as souri, » aboya un centurion, frappant l'homme au visage avec le pommeau de son épée. « Tu plaisantais avec la sentinelle. Tu as profané la mémoire de la déesse Drusilla. » Aelia regardait, figée, tandis qu'il traînait l'homme derrière une rangée de piliers. Un instant plus tard, il y eut un craquement écœurant, humide et définitif. Puis le silence revint, plus lourd qu'avant.
Le soldat était mort parce qu'un muscle de son visage avait tressailli de travers. C'était la machine que Caligula avait construite, un système conçu pour détruire l'esprit humain par des règles arbitraires. « Reste prêt », siffla Lucius, saisissant le coude d'Hélia. Ses doigts s'enfonçaient lentement dans sa chair, mais elle ne se plaignit pas. La douleur permettait de rester concentrée. Ils furent conduits dans la salle de réception. L'atmosphère était suffocante. Tous les regards étaient baissés. Lever les yeux, c'était risquer d'attraper le regard de l'empereur, et attraper son regard, c'était inviter la mort. Camilla bougea dans les bras d'Aelia. La petite était ennuyée. Le concept de la mort ne signifiait rien pour elle, le concept de rester immobile était la vraie torture. Elle commença à se tortiller, sa tête tournant de ci de là. Alors elle le vit. À quelques mètres de là, se tenait un sénateur âgé, un homme nommé Marcus. Il tremblait si fort de peur que sa longue barbe blanche vibrait. Pour un adulte terrifié, c'était une vision pathétique. Pour une enfant de 3 ans, c'était la chose la plus amusante du monde. Aelia sentit le changement dans le corps de sa fille avant de l'entendre. La poitrine de Camilla se souleva. Un petit son pétillant commença à monter dans sa gorge. Le rire. La panique, froide et vive, transperça le cœur d'Aelia. Si ce son s'échappait, si ce bruit pur et innocent de joie a percé cette morosité fabriquée, il serait massacré ici même sur le sol de mosaïque. « Chut !» supplia Aelia en silence. Mais Camilla pointait un doigt potelé vers la barbe vibrante, sa bouche s'ouvrant, les coins de ses lèvres se recourbant. À cet instant précis, la foule s'écarta. Caligula était entré. Il n'était pas la jeunesse dorée des statues. Il était décharné, ses yeux creux et brûlants d'une intensité fiévreuse. Il portait les robes d'une divinité en deuil, de la soie teinte couleur de minuit. Il marchait lentement, scrutant la foule, cherchant non pas la loyauté, mais les fissures et dans la façade. Il chassait le bonheur. Il s'arrêta. Il tourna la tête. Il les regardait directement. Le rire de Camilla était presque sur ses lèvres. Aelia ne réfléchit pas. L'instinct, primaire et violent, prit le dessus. Sa main, cachée sous les plis de la tunique noire de Camilla, trouva la chair tendre du haut du bras de l'enfant. Elle pinça. Elle tordit la peau avec chaque once de force que ses doigts tremblants possédaient. C'était cruel. Et c'était une violation de la nature d'une mère. Le sourire de Camilla disparut instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent de choc, puis sa bouche s'ouvrit en un « oh » parfait et agonisant. « Ouah !» Le cri brisa le silence. C'était un cri de pure trahison et de douleur. Les larmes jaillirent des yeux de l'enfant, coulant sur ses joutes rondes. Lucius retint son souffle. Les sénateurs à proximité reculèrent, créant un cercle d'isolement autour d'eux. Caligula s'approcha. Son odeur était écrasante, vin, sueur et quelque chose de métallique. Il planait au-dessus d'Aelia et de l'enfant qui criait. Il étudia le visage de Camilla baigné de larmes. Il regarda la morve qui coulait de son nez, le visage rouge et contorsionné de misère. Aelia attendit l'épée. Elle attendit l'ordre de les déshabiller et de les traîner. Au lieu de cela, l'expression de Caligula s'adoucit. Il regarda l'enfant en pleurs avec une sorte d'approbation tordue. « Bien », murmura l'empereur, sa voix sèche comme des feuilles à peu et mortes. « Elle comprend, elle ressent la perte de la déesse. Quant aux autres... » Il balaya de ses yeux morts les adultes terrifiés. « Et vous êtes un des acteurs. Mais cette enfant, elle connaît la vraie douleur. » Il tendit la main, son doigt pâle planant près de la joue de Camilla, puis le retira. Il se retourna et s'éloigna, le pan de sa robe sifflant sur les pierres. Aelia s'effondra, ses genoux manquant de céder. Elle serra Camilla plus fort, berçant l'enfant en sanglots. Elle embrassa le dessus de la tête de sa fille, goûtant le sel et la terreur. Elle avait blessé son enfant pour la sauver. Elle avait infligé de la douleur à l'innocence parce que, dans la Rome de Caligula, la douleur était le seul endroit sûr où se cacher. La salle à manger impériale sur le mont Palatin était un chef-d'œuvre d'intimidation, déguisé en luxe. Des bêtements tapés, des murs de porphyre poli reflétaient les toits qui étaient la lumière vacillante d'un millier de lampes à huile parfumée, projetant de longues ombres dansantes qui ressemblaient à des mains agrippantes. L'air était épais, non seulement de l'arôme de pain rôti et de vin épicé, mais d'une tension palpable et suffocante. Il sentait la sueur masquée par un parfum lourd. Aelia était assise à côté de Lucius sur un divan de soie, le corps rigide. Elle portait sa plus belle stola, un vêtement bleu écume de mer qui ressemblait à un costume pour une pièce pour laquelle elle n'avait jamais auditionné.
Autour d'eux, 50 autres sénateurs et leurs épouses étaient allongés, créant un tableau de gaieté forcée. C'étaient des statues de chair, figées dans des poses de délices, terrifiées qu'un seul mouvement imprévu puisse briser leur existence. « Bois » murmura Lucius, lui poussant un gobelet. Sa main tremblait si fort que le vin déborda du bord, tachant la nappe blanche comme une goutte de sang frais. « Je ne peux pas » murmura Aelia, gardant les yeux fixés sur le centre de table, un plateau d'argent empilé de grenades qui ressemblaient à des blessures ouvertes. « Tu dois » siffla-t-il, un ton désespéré dans la voix. Il observe ceux qui ne participent pas. La sobriété lui semble un jugement. À leur droite était assis Valerius, un sénateur âgé avec un ventre qui tirait sur sa toge. C'était un homme qui avait autrefois commandé des légions en Gaule. Maintenant, il riait trop fort à une blague que personne n'avait racontée, son visage glissant de graisse et de terreur. « Magnifique !» tonna Valerius, levant sa coupe vers une pièce vide. Un autre triomphe de l'hospitalité. Valerius était l'exemple parfait de la nouvelle élite romaine, un homme qui avait échangé sa colonne vertébrale contre sa survie. Il représentait les règles sociales de la cour de Caligula, jouer ou périr. Puis la musique s'arrêta. Le joueur de lyre se figea simplement, ses doigts planant au-dessus des cordes. Caligula s'était levé de son divan. L'empereur n'avait pas l'air ivre, il avait l'air hyper conscient. Ses yeux parcourant la pièce avec la précision clinique d'un chirurgien cherchant un endroit où couper. Il commença à marcher entre les tables. Il ne parla pas, il observait simplement. Il s'arrêta à la table de Valerius. Il traça un doigt le long de l'épaule nue de l'épouse de Valerius, une femme assez âgée pour être la mère de l'empereur. Valerius rit de nouveau, un son humide et étranglé, signalant son approbation de la violation. Caligula continua. Il rôdait. Aelia sentit l'air devenir froid avant de le voir. Il s'arrêta à leur divan. Lucius resta immobile. Il fixa intensément sa coupe de vin, comme si les secrets de l'univers nageraient dans le liquide rouge. Il ne leva pas les yeux. Il ne la regarda pas. Caligula se tenait au-dessus d'Aelia. Il ne dit pas bonjour. Il tendit la main et lui saisit le menton, ses doigts forts et froids. Il lui inclina la tête en arrière, la forçant à le regarder dans les yeux. Il n'y avait pas de luxure en eux, seulement une curiosité terrifiante. « Ouvre » ordonna-t-il doucement. Aelia sépara ses lèvres. Il inspecta ses dents, tournant sa tête de côté à côté, puis passa une main le long de son cou jusqu'à son épaule, pressant le muscle. Il l'inspectait comme un fermier inspecte un cheval avant l'achat. C'était une évaluation de bétail. « Adéquate », dit Caligula. Il ne demanda pas la permission. Il ne reconnut pas l'existence de Lucius. Il prit simplement le poignet d'Aelia et tira. Aelia se leva, ses jambes tremblantes. Elle regarda Lucius. « Fais quelque chose » cria-t-elle dans son esprit. « Lève-toi, réclame-moi. Meurs pour moi. » Lucius ne bougea pas. Sa main était serrée sur son genou, ses ongles s'enfonçant si profondément dans sa paume qu'un filet de sang commença à couler le long de son poignet. Mais son visage restait un masque de soumission polie. Caligula l'emmena. La pièce tomba dans un silence si profond qu'on pouvait entendre l'huile crépiter dans les lampes. 50 hommes, les dirigeants du monde, regardèrent quand leur empereur traînait une femme hors de la pièce, et pas un seul d'entre eux ne bougea. Ils étaient complices de leur silence. 20 minutes passèrent. Pour Lucius, cela ressemblait à 20 ans. La conversation dans la pièce tenta de reprendre, fragile et fausse. Quelqu'un fit une blague sur le temps. Elle mourut dans l'air. Puis les portes s'ouvrirent. Caligula revint, ramenant Aelia. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, son visage vidé de toute couleur. Elle marchait comme une marionnette au fil coupé. L'empereur ne retourna pas à son propre divan. Il s'assit juste à côté de Lucius. Il se versa une tasse du vin de Lucius. Aelia s'enfonça dans le coussin, fixant le vide. « Vous avez un trésor ici, Lucius » dit Caligula, sa voix portant clairement à travers la pièce silencieuse. Il s'adossa, faisant tournoyer le vin, et commença à parler. Devant tout le monde, les amis de Lucius, ses rivaux, les hommes avec qui il débattait des lois, Caligula commença à décrire exactement ce qui venait de se passer dans l'autre pièce. Il était graphique, il était clinique. Il critiqua sa performance, comparant son corps à ceux d'autres épouses de sénateurs qu'il avait prises, évaluant sa réactivité, faisant des blagues grossières sur son hésitation. C'était une dissection de sa dignité. Il ne violait pas seulement Aelia. Il dépouillait Lucius de sa virilité, de son honneur et de son nom devant tout le Sénat.
Elle était un peu froide au début, rit Caligula tapant Lucius dans le dos, mais nous avons arrangé ça. Tous les yeux de la pièce étaient fixés sur Lucius. Le test était simple, réagir en mari et mourir, réagir en sujet et vivre. Lucius leva lentement la tête. Ses yeux étaient humides, mais sa bouche se força à prendre une forme macabre, un sourire. Il leva son gobelet, sa main ensanglantée tremblante. « Je suis honoré, César », s'étouffa Lucius. « Merci d'avoir amélioré ma maison. » Caligula rejeta la tête en arrière et rit, un son qui résonna sur les murs de marbre. Aelia tourna lentement la tête. Elle regarda l'homme qu'elle avait épousé, le père de son enfant. Elle vit le sang sur sa main, mais elle vit aussi le sourire sur son visage. À ce moment-là, quelque chose en elle se brisa, plus silencieux qu'une brindille, mais plus définitif qu'un glas. La peur s'évapora, remplacée par un vide froid et dur. Elle ne pleurait pas. Elle réalisa alors qu'il n'y avait personne dans cette pièce pour la sauver. L'homme à côté d'elle était mort. Seule une coquille subsistait. Elle était entièrement, terriblement seule. Le coup frappé à la lourde porte de chêne de la villa ne ressemblait pas à une invasion. Il était poli, rythmique et terrifiant de précision. C'était le son de la nouvelle Rome, où la terreur n'arrivait pas avec un bélier, mais avec un presse-papier. Aelia était dans l'atrium, essayant d'effacer le souvenir du banquet de sa peau. Elle s'était frottée jusqu'à ce que ses bras soient à vif, mais la sensation fantôme des mains froides et évaluatrices de Caligula persistait. Quand la porte s'ouvrit, ce n'était pas un garde prétorien qui se tenait là avec une épée. C'était Philon. Philon était un eunuque du palais, une créature de chair douce et de poudre qui se déplaçait avec la grâce silencieuse d'une araignée. Il tenait un rouleau dans une main et une tablette de cire dans l'autre. Son visage était un masque d'indifférence bureaucratique. « Domina Aelia », dit Philon, sa voix aiguë et douce. « L'empereur requiert votre assistance pour une nouvelle initiative d'État. » Lucius s'avança des ombres du couloir. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours, ses yeux cernés de rouge. « Elle est souffrante », balbutia-t-il, le mensonge mourant sur ses lèvres au moment même où il le prononçait. Philon ne regarda même pas Lucius. Il fit simplement une marque sur sa tablette. La maladie n'est pas une excuse pour la trahison, sénateur. L'empereur a gracieusement ouvert une nouvelle aile du palais pour générer des revenus pour l'État. Chaque famille noble doit contribuer. Aujourd'hui, c'est le tour de votre épouse. La réalité des rumeurs frappa Aelia comme un coup physique. Les murmures sur le marché étaient en vrai. Caligula n'avait pas seulement avili l'aristocratie, il l'avait commercialisée. Il avait établi un bordel à l'intérieur du palais impérial. « Je suis prête », dit Aelia, la voix creuse. Elle savait que refuser, c'était condamner Camilla à mort. Elle passa devant son mari, qui restait figé, statue d'impuissance, et suivit l'eunuque dans la lumière du matin. La marche vers le Palatin fut un flou de bruit. Des héros étaient déjà au coin des rues, leur voix résonnant au-dessus des foules. Ils ne lisaient pas de loi, ils lisaient en un menu. « Citoyens de Rome !» cria un héros. « Les suites impériales sont ouvertes. Faites l'expérience des filles du Sénat. Tarifs spéciaux pour les matrones, tarifs préférentiels pour les vierges, des lignées Cornélie et Julie. » C'était un bazar grotesque. Les noms d'anciennes familles et des lignées qui remontaient à la fondation de la République étaient écriés comme des prix pour du poisson ou du grain. Quand ils arrivèrent au palais, Aelia ne fut pas emmenée dans un donjon. Elle fut conduite vers une colonnade vivement éclairée qui avait été convertie en une série de cabines cloisonnées. L'air sentait le parfum bon marché, essayant de masquer l'odeur de sueur et de honte. Philon la conduisit à un bureau où un scribe était assis, avec un énorme livre relié de cuir. « Non », demanda le scribe, trempant sa plume dans l'encre noire. « Aelia », murmura-t-elle. « Nom complet. » Et nom du mari, insista le scribe sans lever les yeux. « Aelia, épouse du sénateur Lucius. » Le scribe l'écrivit. Grattement, grattement, grattement. C'était la véritable horreur de la machine. Ce n'était pas seulement l'acte, c'était son enregistrement. Caligula tenait des registres. Il documentait la destruction de leur honneur, créant un reçu permanent de leur dégradation. Dans des années, n'importe qui pourrait ouvrir ce livre et voir qu'en ce jour, l'épouse d'un sénateur romain fut louée au profit de l'État. « Cabine 4 », dit le scribe. « Vous avez un quota à remplir. » Aelia entra dans la petite pièce. Elle ne contenait qu'un lit et une bassine d'eau. Elle s'assit sur le bord du matelas, les mains jointes sur des mains sur ses genoux.
Elle fixa les yeux sur une fissure dans le sol de marbre, se forçant à quitter son corps. « Je ne suis pas ici, se dit-elle. Je suis avec Camilla. Nous sommes dans le jardin. Nous comptons les oliviers. » Le rideau se referma. Un homme se tenait là. Il était trapu avec un cou qui saillait au-dessus du col de sa rude tunique. Aelia le reconnut instantanément. C'était Gallus. Gallus était un homme nouveau, un riche marchand qui avait acheté sa place en politique. C'était un rival politique amer de Lucius, un homme que son mari avait fréquemment raillé au Sénat pour son manque de lignée. Gallus avait toujours détesté la vieille aristocratie, haï leurs manières et leur lignée. Maintenant, il possédait l'une d'entre elles. Gallus entra, l'odeur d'ail et de vin aigre s'accrochant à lui. Il ne la regarda pas avec désir. Il la regarda avec une malice triomphante. Il achetait sa vengeance. Eh bien, ricana Gallus, détachant sa ceinture. La noble Aelia, votre mari m'a traité de paysan sur le forum la semaine dernière. Je me demande ce qu'il dirait s'il pouvait voir sa femme de haute naissance maintenant. Aelia ne dit rien. Elle resta une statue. Gallus fouilla dans sa bourse et en sortit un denier d'argent. Il ne le lui donna pas. Il le tint en l'air, laissant la lumière capter le profil de l'empereur estampillé sur le métal. « Vous êtes un service, cracha Gallus, et les services doivent être payés. » Il jeta la pièce. Elle frappa le sol de marbre avec un son sec et retentissant qui résonna comme un coup de feu dans la petite pièce. Elle tourna et se posa près des sandales d'Aelia. « Ramasse-la, ordonna Gallus. Et Aelia regarda la pièce. C'était le prix de sa dignité. C'était le prix du nom de son mari. Mais alors qu'elle fixait le disque d'argent, le visage de l'empereur sembla s'estomper, et dans son esprit, elle vit un autre visage. Camilla. Sa fille attendant à la maison, en sécurité seulement, tant que Aelia jouait ce rôle. Si elle refusait, Gallus se plaindrait. Philon reviendrait. Le registre serait fermé et les bourreaux seraient convoqués. Lentement, douloureusement, Aelia glissa du lit. Elle s'agenouilla. La pierre froide mordait sa peau. Elle tendit une main tremblante et saisit la pièce. Elle était glacée contre sa paume. Elle ne s'agenouillait pas pour Gallus, elle ne s'agenouillait pas pour Caligula. Elle s'agenouillait pour la vie de son enfant. Elle se leva, serrant la pièce si fort qu'elle lui coupait la chair, et regarda Gallus dans les yeux. Son âme était fracturée, brisée en poussière, mais sa résolution s'était durcie comme un diamant. « Comme vous voulez, dit-elle, sa voix morte et assurée. Le soleil ne s'était pas encore couché quand la nouvelle arriva, apportée non par un messager officiel, mais par le murmure frénétique d'un esclave de maison revenant du forum. Le général Titus, héros des campagnes germaniques, l'homme qui avait appris à Aelia à tenir un poignard avant qu'elle n'apprenne à tenir une aiguille, était en mort. Il n'était pas mort au combat. Il avait été étranglé dans la prison Mamertine, accusé d'une conspiration qui n'existait que dans l'imagination fiévreuse de l'empereur. Aelia se tenait au centre de son atrium, le sang s'écoulant de son visage jusqu'à ce qu'elle ressemble à un buste de marbre d'elle-même. Son père, l'homme qui était censé être le fondement de leur famille, la montagne inébranlable, disparut. Elle ouvrit la bouche pour crier, pour déchirer sa tunique selon l'ancien signe de deuil, mais le son mourut dans sa gorge. Un deuxième coup résonna dans la villa. Cette fois, Catonte, c'était un centurion prétorien. Il n'apportait pas un corps pour l'inhumation. Il apportait une invitation. « César requiert le plaisir de votre compagnie pour un souper privé, » dit le centurion, ses yeux plats et illisibles. Il a spécifiquement demandé la fille de Titus. Il souhaite lui offrir ses condoléances en personne. C'était un piège. C'était le 4e acte de la machine. Lucius pleurait en silence dans le coin, son courage évaporé depuis longtemps dans la salle de banquet des semaines auparavant. Mais Aelia sentit une étrange et froide paralysie la gagner. Elle ne pouvait pas pleurer. Pleurer, c'était mourir. Elle alla dans sa chambre, se lava le visage à l'eau glacée et se maquilla les lèvres en rouge. Elle mit une robe jaune safran, une couleur de célébration. Ils furent conduits non pas à la grande salle de banquet, mais au Sénatio, une petite salle à manger intime au fond du palais. Les murs étaient peints de scènes de l'Odyssée, des monstres dévorant des hommes. La pièce était étrangement silencieuse, dépourvue de la musique et des bavardages des festins précédents. Caligula était allongé seul sur un divan de velours violet. Il avait l'air frais, reposé, sa peau éclatante de santé. Un bol de raisin était posé près de sa main. « Aelia, dit-il, sa voix douce, presque tendre. « Lucius, venez, asseyez-vous. » Il n'y avait pas d'autres invités. Juste eux trois.
Aelia s'abaissa sur le coussin en face de lui. Elle sentait la viande rôtie de la cuisine, une odeur riche et savoureuse qui lui retournait violemment l'estomac. Quelque part dans la ville, le corps de son père était traîné par des crochets jusqu'au Tibre et pourtant, elle était là censée manger. Une tragédie, soupira Caligula, cueillant un raisin. Votre père, un grand homme, mais insensé, il torse à écouter les mauvais murmures. Il se pencha en avant, ses yeux se fixant sur les siens. Ils étaient intégrants, fixes, les pupilles dilatées. Il l'étudiait. C'était l'expérience. Il ne cherchait pas la culpabilité, il cherchait la douleur. Il attendait une larme, un tremblement des lèvres, un serrement de la mâchoire. Il voulait voir s'il avait réussi à rompre le lien entre parents et enfants. C'est la justice de l'empereur, croassa Lucius, la voix tremblante. Il essayait d'aider, mais il ressemblait à un instrument cassé. Caligula l'ignora. Il garda son regard fixé sur Aelia. « Vous n'avez pas l'air triste, ma chère. Ne faites-vous pas votre deuil ?» Ah, Aelia enfonça ses ongles dans sa cuisse, perçant la peau à travers la soie. La douleur était vive, ancrée. « Mon père était un soldat, César, dit-elle, sa voix ferme, bien que son cœur batte contre ses côtes comme un oiseau piégé. Il comprenait le devoir. Si sa vie a été sacrifiée pour la sécurité de Rome, alors je ne peux que me réjouir que la menace soit écartée. » Caligula sourit. C'était une expression lente et insidieuse qui n'atteignait pas ses yeux. Se réjouir. Oui, nous devrions nous réjouir. Il claqua des mains. Un serviteur apparut portant un plateau d'argent. Dessus reposa une grande tranche de sanglier rôti, nageant dans une sauce rouge foncée. Dans l'esprit horrifié d'Aelia, cela ressemblait à de la chair humaine. Cela lui ressemblait. Caligula coupa lui-même une tranche. Il l'empala sur la pointe de son couteau, les jus s'égouttant sur la table. Il tendit le couteau vers son visage. « Mange, ordonna-t-il doucement, pour célébrer la sécurité de l'Empire. » La viande planait à quelques centimètres de ses lèvres. L'odeur était écrasante, ail, vin et le goût métallique du sang. Si elle refusait, c'était de la trahison. Si elle pleurait, c'était de la trahison. Si elle vomissait, c'était de la trahison. Aelia ouvrit la bouche. Elle prit la viande de la lame. Elle était chaude, brûlant sa langue. « C'est bon ?» demanda Caligula, observant sa gorge, observant les muscles travailler. Il disséquait son âme, cherchant la fille qui aimait son père pour pouvoir la tuer. Aelia mâcha. La texture était révoltante, épaisse et fibreuse. Elle pensa à son père la portant sur ses épaules, au forum. Elle pensa à son rire. Elle refoula les souvenirs, les poussant dans une boîte profonde et sombre de son esprit et la verrouillant hermétiquement. Elle déglutit. La masse descendit comme un charbon ardent, traçant un chemin vers son estomac. Elle essuya le coin de sa bouche, elle regarda directement les yeux du monstre, et elle força les muscles de son visage à se lever. « C'est délicieux, votre majesté, dit-elle. Le mensonge avait un goût pire que la viande. Il avait un goût de cendre. À ce moment-là, la fille de Titus mourut. Ce qui restait était quelque chose de plus dur, de plus froid, quelque chose qui pouvait survivre en enfer. » Caligula la fixa une longue seconde, cherchant la faille. N'en trouvant aucune, il s'adossa, l'air presque déçu. « Excellent, murmura-t-il, perdant tout intérêt. Servez le vin. » Les pluies hivernales étaient d'opacées, laissant Rome propre et scintillante sous un soleil printanier trompeur. Mais à l'intérieur de la villa de Lucius et Aelia, l'air restait vicié, lourd du savoir inexprimé de ceux qu'ils étaient devenus. Ils étaient des survivants, oui, mais ils étaient en évidé. Des coquilles des personnes qui l'avaient été. Pendant des mois, la terreur s'était concentrée sur les adultes, les sénateurs, les généraux, les épouses. Mais un prédateur, laissé sans surveillance, finit par se lasser de la même proie. Caligula s'était ennuyé de briser des hommes déjà brisés. Il s'était lassé des larmes des mères qui avaient déjà tout perdu. Sa folie, alimentée par le pouvoir absolu et les murmures des sycophantes, avait métastasé. Il ne se voyait plus seulement comme un empereur, il était un dieu vivant, Jupiter Latiaris en chair et en os. Et les dieux exigeaient bornes de nouvelles formes de culte. Lady arriva un mardi, portée non par un soldat ou un eunuque, mais murmurée à travers le réseau d'esclaves terrifiés qui servaient bande de système nerveux à Rome. L'empereur avait décrété que les enfants de la noblesse, l'avenir de Rome, devaient être amenés au palais. Ils devaient en être des compagnons pour sa fille, Julia Drusilla. Pour les naïfs, cela sonnait comme un honneur. Pour Aelia, c'était une condamnation à mort. Elle savait ce qui se passait dans la pouponnière du palais. Elle avait entendu les rumeurs sur la façon dont Caligula traitait sa propre fille. L'encourageant à griffer le visage de ses camarades de jeu, lui enseignant la cruauté avant même qu'elle ne puisse parler.
Il ne considérait pas les enfants comme des personnes, mais comme des pages blanches de papyrus sur lesquelles il pouvait écrire ses cauchemars. Il voulait modeler une génération qui ne connaîtrait que sa divinité et sa dépravation. « C'est une convocation, » dit Lucius, arpentant l'atrium. Il paraissait plus vieux que son âge, ses cheveux s'amincissant, ses mains tremblant perpétuellement. « Nous ne pouvons refuser. Peut-être qu'il veut juste qu'il joue, comme cela pourrait assurer notre avenir. » Aelia regarda son mari avec une pitié qui avait depuis longtemps remplacé l'amour. « Il ne veut pas qu'il joue là, Lucius. Il veut voir s'il peut en faire des monstres, ou il veut les voir saigner. Je ne l'enverrai pas. »« Tu n'as pas le choix, » siffla Lucius, sa voix se brisant. « Veux-tu que nous soyons tous crucifiés ? » ?»« Je veux qu'elle vive, » dit Aelia doucement. Avant que Lucius ne puisse répondre, le lourd bruit d'une crosse de lance contre la porte d'entrée résonna dans la maison. C'était un son qui arrêtait le cœur. Aelia n'attendit pas. Elle ne discuta pas. Elle se déplaça avec la rapidité d'une lionne acculée. Elle saisit Camilla qui jouait avec une poupée en bois sur le sol. « Maman ?» demanda Camilla, confuse par cette brusquerie soudaine. « Doucement, mon amour. Nous jouons à cache-cache au tas » murmura Aelia, la voix féroce. Elle ne courut pas vers le jardin arrière, mais vers les escaliers de service menant à l'hypocauste et à la cave à vin. C'était un espace sombre et exigu, sentant le vinaigre, la poussière et la terre humide. Des rangées d'amphores là en argile et de grands tonneaux en bois tapissément les murs. « Ici », ordonna Aelia, soulevant le couvercle d'un grand tonneau de grains vides. « Tu dois te recroqueviller, petite, Camilla, comme une souris. Ne fais pas un bruit tant que je n'aurai pas ouvert le couvercle. Tu comprends ? Pas un bruit. » Camilla, sentant l'urgence terrifiante dans les mains de sa mère, hocha la tête, les yeux écarquillés. Aelia abaissa l'enfant dans l'obscurité et posa le lourd couvercle en bois par-dessus, laissant une mince fente pour l'air près de l'arrière, cachée par une pile de sacs de toile de jute. Elle eut juste assez de temps pour se frotter de la poussière sur le visage et déchirer l'ourlet de sa tunique avant que les lourdes bottes ne dévalent les escaliers en tonnant. 2 gardes prétoriens firent irruption dans la cave, torches flamboyantes. Le chef était un homme qu'Aelia n'avait jamais vu auparavant, une brute nommée Burrus. Il était immense, avec un visage marqué par la variole et un nez cassé et mal remis. Il n'avait pas l'air d'un soldat, il avait l'air d'un bourreau. Lucius était derrière eux, recroquevillé dans l'embrasure de la porte, se tordant les mains. « Elle est en bas ici, balbutia-t-il. Je lui ai dit de ramener l'enfant, mais... » Burrus l'ignora et marcha vers Aelia. « Où est la fille ?» grogna-t-il. « Le divin César attend ses camarades de jeu. » Aelia se tenait devant les tonneaux, son corps bloquant celui où son cœur était caché. Elle força ses épaules à s'affaisser, força sa respiration à devenir irrégulière. Elle leva les yeux vers Burrus, le laissant voir les cernes rouges de ses yeux. Des yeux qui avaient pleuré de vraies larmes pour son père, mais qui feignirent maintenant un autre type d'horreur. « Elle ne peut pas y aller, » croassa Aelia. Burrus tira son gladius, l'acier sifflant contre le fourreau de cuir. « La défiance est une trahison. »« Ce n'est pas de la défiance, » dit Aelia, sa voix tremblante d'une hystérie fabriquée. « C'est de la pitié. À moins que l'empereur ne souhaite accueillir la peste rouge dans sa pouponnière. » Burrus se figea. La lumière de la torche vacilla sur son front en sueur. S'il y avait une chose qu'un soldat romain craignait plus qu'une horde barbare, c'était le tueur invisible, la maladie. « Quel est ce mensonge ?» cracha Burrus, mais il ne fit pas un pas de plus. « Regardez-moi » cria Aelia s'avançant. « Pourquoi pensez-vous que nous nous cachons dans l'obscurité ? Pourquoi pensez-vous que je ne l'ai pas baignée ? Elle est en feu. Les pustules sont apparues ce matin. Des nœuds durs et rouges sur son cou et sa poitrine. Elle vomit de la bile noire. » Elle pointa un doigt tremblant vers le tonneau derrière elle. « Ouvrez-le, prenez-la, portez-la à la petite princesse, laissez-les jouer. Et quand la fille de l'empereur deviendra noire et que sa peau se détachera en lambeaux, dites-lui que vous avez apporté le cadeau. » La cave devint silencieuse. La description était viscérale, puisant dans les cauchemars les plus profonds de la ville. Aelia retint son souffle. C'était un pari. S'il vérifiait, ils étaient morts et morts. S'il appelait un médecin, ils étaient un mort. Burrus fixa le tonneau. Il regarda l'état échevelé d'Aelia. Il regarda Lucius, qui fixait sa femme avec une confusion sincère, que Burrus prit pour du chagrin. Le grand soldat recula d'un pas, couvrant sa bouche et son nez avec son lourd manteau. Il rengaina son épée. « Cette maison est maudite », grogna Burrus, la voix étouffée. « Nous n'apporterons pas la peste aux Palatins. »
Il se tourna vers Lucius. « Vous restez en résidence surveillée. Si l'enfant vit, nous saurons que vous avez menti. Si elle meurt, brûlez le corps. » Il lança un dernier regard à Elia. « Je reviendrai à l'aube pour voir le cadavre. S'il n'y a pas de corps, je prendrai le vôtre à la place. » Les gardes se retournèrent et s'enfuirent par les escaliers, la peur de la contagion donnant des ailes à leurs lourdes bottes. Aelia attendit que la porte d'entrée se claque. Elle attendit que le bruit de leurs chevaux s'estompe dans la rue. Ce n'est qu'alors qu'elle s'effondra contre le tonneau, glissant sur le froid sol de terre. Elle tapota doucement le bois. « C'est sûr, petite souris, » murmura-t-elle. Mais ce n'était pas sûr. Le mensonge leur avait acheté 12 heures. Quand le soleil se lèverait, Beerus reviendrait, et quand il ne trouverait pas d'enfants mortes, il les massacrerait tous. Le jeu de la survie était terminé. Maintenant, la course pour leur vie avait commencé. Le plan d'évasion était né du désespoir, non de la logique. Aelia savait que Beerus et ses gardes surveillaient Penso les portes avant de sa villa, attendant le lever du soleil pour que la peste réclame sa victime. Mais l'arrière de la colline de l'Aventin, où les tunnels de service rejoignaient la grande cloaquée et montaient vers les livreurs de service du Palatin, était à moins garder. Sous le couvert de l'heure la plus sombre avant l'aube, Aelia avait attaché Camilla, sous l'effet d'une dose dangereuse de larmes de pavot, à sa poitrine sous une rude cape de laine. Elle avait étalé de la suie sur ses traits aristocratiques, se transformant d'épouse de sénateur en une des milliers d'esclaves invisibles qui faisaient battre le cœur de l'Empire. Maintenant, elle était dans le ventre de la bête. Elle naviguait dans le cryptoportique, le vaste réseau de corridors semi-souterrains qui reliait les palais impériaux au théâtre et au forum. L'air y était frais et sentait la pierre humide et la fumée de torches. C'était un labyrinthe d'ombre, parfait pour un rat essayant de fuir un navire en perdition. L'objectif d'Aelia était la porte d'Ostie, de l'autre côté du complexe, où les chariots commerciaux partaient lents pour le port. Elle tourna un coin près de l'entrée de la loge impériale et se figea. Des voix résonnaient sur le plafond stuqué. Pas les murmures étouffés d'esclaves, mais le ton impérieux et retentissant d'un homme qui se croyait un dieu. Aelia se pressa dans une niche derrière une statue d'Apollon. Elle remonta la cape plus haut sur la tête endormie de Camilla. Caligula se tenait au centre du corridor, baigné par la lumière d'une torche tenue par un serviteur tremblant. Il était habillé pour les jeux à venir, sa toge brodée d'or, son visage rougi d'une énergie maniaque. En face de lui se tenait un mur d'hommes, Cassius Chaerea. Chaerea était une légende parmi les légions. Il était le tribun de la garde prétorienne, un homme qui s'était frayé un chemin à travers les forêts germaniques. Il avait un visage comme un flanc de falaise, rugueux, cicatrisé et immobile. Son cou était épais de muscles et ses mains, posées sur son ceinturon, étaient de la taille de jambon. Il était l'incarnation de la vertu martiale romaine. « Le mot de passe, César » demanda Chaerea. Il se tenait au garde à vous, sa discipline absolue. Mais quand il parla, l'illusion du titan se brisa. Sa voix était aiguë, mince et fluette, un timbre doux et féminin qui semblait ridicule venant d'un cadre si brutal. Les yeux de Caligula dansaient d'un plaisir cruel. Il s'approcha, envahissant l'espace personnel du soldat. « Oh, Chaerea » roucoula l'empereur, élevant sa propre voix pour se moquer du soldat. Toujours si impatient, toujours si raide, les autres gardes se tenant à proximité bougèrent inconfortablement. Ils regardèrent le sol. « Le mot de passe du jour, César » répéta Chaerea. Sa mâchoire était si serrée qu'Aelia pouvait voir le muscle sauter sous la cicatrice sur sa joue. Caligula sourit, une expression humide et lascive. Il tendit la main, non pour une poignée de main, mais avec le poignet mou, les doigts fends pendant, la paume ouverte, un geste utilisé par les prostituées de rue pour solliciter le commerce. Il remua son majeur de manière obscène. « Priap » murmura Caligula, assez fort pour que tout le monde entende. Ou peut-être Vénus ? Oui, pour toi, ma petite chérie. Le mot de passe est Vénus. C'était une insulte qui coupait plus profondément qu'un fouet. Il traitait le plus redoutable tueur de Rome de femmes d'objet sexuel passif. Il lui retirait la seule chose qu'un soldat romain valorisait plus que sa vie, sa vertu, sa masculinité. « Prends-le » railla Caligula, agitant sa main molle sous le nez de Chaerea. « Embrasse l'anneau, Vénus. » Aelia observa la main de Chaerea. Elle avait bougé de sa ceinture vers la poignée de son gladius. Les jointures étaient blanches. Le cuir de la poignée grinça audiblement. Pendant une seconde, le temps fut suspendu. Aelia retint sa respiration.
Elle s'attendait à ce que l'épée jaillisse. Elle s'attendait au sang. Mais Chaerea était une créature de discipline. Lentement, agonisante, il relâcha la poignée. Il se pencha en avant, ignorant la main, et hocha la tête raidement. « Vénus !» couina Chaerea, sa voix se brisant sous la tension de sa rage. Caligula rejeta la tête en arrière et rit, un ricanement aigu de hyène qui rebondit sur les murs de pierre. « Congédié, vieille salope !» L'empereur pivota sur son talon et s'engouffra dans le couloir vers le théâtre, son entourage se bousculant pour suivre, leur rire forcé et creux. Le couloir tomba silencieux. Chaerea ne bougea pas. Il se tenait comme un monument de pierre à la haine. De sa cachette, Elia le vit se retourner. La lumière de la torche éclaira son visage. Ce n'était pas le visage d'un homme brisé. Ce n'était pas le visage d'un serviteur qui avait accepté sa place. L'humiliation ne l'avait pas abattu. Elle l'avait éclairé. Ses yeux brûlaient. C'était un regard qu'Elia avait déjà vu, sur un loup que son père avait piégé dans une fosse. C'était le regard d'un prédateur qui avait réalisé qu'il n'y avait pas d'échappatoire et donc plus rien à perdre. C'était le regard d'un homme qui venait de décider de tuer un dieu. Aelia regarda la sortie au bout du couloir, le chemin vers les chariots, vers le port, vers la sécurité. Puis elle regarda de nouveau Chaerea, qui faisait maintenant signe silencieusement à deux autres officiers émergeant des ombres. Elle réalisa alors que fuir était le mauvais choix. Les sorties seraient surveillées. Mais le chaos était une échelle. « La tempête se lève », murmura-t-elle à la masse endormie de sa fille. Elle ne se dirigea pas vers la sortie. Elle s'enfonça plus profondément dans les ombres, décidant d'attendre. L'air du couloir avait changé. Il ne sentait plus la pierre humide. Il sentait le fer. L'air du cryptoportique était frais. Pourtant, il semblait assez lourd pour écraser les poumons d'un homme. C'était midi, le 24 janvier 41, après JC. En surface, le Sarn, les Jeux palatins battaient quant au leur plein, le rugissement de la foule filtrant à travers le plafond de pierre comme un tonnerre lointain. Mais ici, dans l'artère sombre et claustrophobe du palais, il n'y avait que le goutte à goutte de l'eau et la respiration superficielle d'une femme se pressant contre le calcaire. Aelia serrait le ballot endormi de Camilla contre sa poitrine. Ses bras lui faisaient en mal, mais sa peur s'était calcifiée en un but unique et froid. Elle regardait les ombres danser sur le mur lointain. Il venait Caligula apparut le premier. Il marchait d'un pas rapide, le visage rougi par l'effort des spectacles du matin. Il riait, se retournant pour parler à son oncle Claude, qui traînait nerveusement à quelques pas derrière. L'empereur paraissait invincible, rayonnant dans son délire. Il s'était arrêté brièvement pour inspecter une troupe de jeunes garçons d'Asie qui répétaient un hymne en son honneur, sa voix tonitruante d'instruction critique. Il était un dieu dirigeant sa propre pièce, ignorant que le rideau était sur le point de tomber. Puis les ombres se détachèrent des murs. Cassius Chaerea s'avança dans la lumière. Il ne s'inclina pas, il ne détourna pas le regard. Il se tint carrément au centre du passage étroit, bloquant le chemin du divin. Caligula s'arrêta, un sourire narquois d'agacement retroussant sa lèvre. Il ouvrit la bouche, probablement pour lancer un dernier mot d'esprit cinglant sur Vénus. Il n'en eut jamais l'occasion. « Prends ça !» hurla Chaerea, l'aigu de sa voix trouvant enfin son but terrifiant. Le gladius éclata, un éclair d'argent dans la lumière des torches. Il s'éleva, frappant l'empereur sous la mâchoire, brisant l'os. Le son était humide et choquant. Caligula chancela en arrière, se serrant le cou, les yeux écarquillés d'une confusion plus humaine que tout ce qu'il avait montré en 4 ans. « Je suis encore vivant !» gargouilla l'empereur, le sang giclant sur le stuc blanc. C'était le signal, le barrage céda. Cornelius Sabinus, un autre tribun, enfonça son épée dans la poitrine de Caligula. Puis d'autres affluèrent. Le couloir était trop étroit pour s'échapper, trop étroit pour que les gardes germaniques les atteignent à temps. C'était un hachoir à viande. Aelia regardait, sa main plaquée sur sa propre bouche pour étouffer un cri. Elle vit le dieu tomber à genoux. Elle vit les lames s'élever et s'abaisser, rythmiques et impitoyables. 1, 2, 30 fois. Ils ne l'ont pas seulement tué, ils l'ont défait. Ils l'ont poignardé jusqu'à ce que le sol de marbre soit glissant du sang d'une divinité, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui puisse être en vie. En 60 secondes, la machine qui avait étranglé Rome pendant 4 ans fut démantelée par les mêmes mains qui l'avaient construite. Le silence qui suivit fut bref, brisé instantanément par les lourdes bottes tonitruantes des gardes germaniques arrivant trop tard. La rage éclata. Les conspirateurs se dispersèrent, fuyant dans les tunnels labyrinthiques. Et Elia savait qu'elle devait bouger.
La confusion était sa couverture, mais alors qu'elle s'élançait du mur, se tournant vers la sortie de service, un nouveau son lui glaça la moelle. Il venait des quartiers privés, juste au bout du couloir. Un cri de femme, c'était Chesonia, l'impératrice. « Non, s'il vous plaît, il est mort, laissez-nous partir !» Aelia recula. À travers l'arche ouverte, elle vit une escouade de soldats, non pas les conspirateurs, mais des hommes pris par la soif de sang, le nettoyage de la maison. Ils avaient attaqué Chesonia. Elle pleurait, sa robe déchirée, implorant non pas son trône, mais la pitié. Une épée la fit taire, mais l'horreur n'était pas terminée. Un soldat, son armure éclaboussée du sang de l'empereur, enjamba le corps de Chesonia et se dirigea vers le berceau dans le coin. Il y plongea la main. Aelia vit un éclair de boucles dorées. Julia Drusilla, la fille de l'empereur, l'enfant avait 2 ans, peut-être 3, le même âge que Camilla. Elle pleurait un gémissement aigu et confus pour sa mère. Le soldat n'hésita pas. Il ne regarda pas l'enfant comme un être humain. Il la regarda comme un fil lâche dans la tapisserie du coup d'État. Il saisit la petite par les chevilles. Aelia ferma les yeux. Elle plaqua ses mains sur la capuche de laine couvrant les oreilles ténèbres de Camilla, appuyant si fort qu'elle craignait de meurtrir son propre enfant. Tude. Le son était singulier, humide et définitif. Le soldat avait balancé l'enfant, la tête la première contre le mur de marbre. Les pleurs cessèrent instantanément. Aelia haleta, un sanglot lui déchirant la poitrine. Ils avaient tué une petite fille pour s'assurer que personne ne grandirait pour chercher vengeance. La machine ne s'est pas arrêtée. Elle a dévoré tout ce qui lui était lié. La terreur, froide et absolue, l'envahit. Ce n'était pas une libération, c'était un abattoir. « Bouge » siffla-t-elle, « bouge ou meurs !» Elle se retourna et courut. Elle courut à contre-courant de la panique. Elle esquiva un groupe d'esclaves pillards qui arrachaient le bavard, les tapisseries des murs. Elle enjamba le corps d'un garde dont la gorge avait été tranchée. Les tunnels étaient une cacophonie de cris, de chocs d'acier et du rugissement d'un monde qui s'effondrait. Chaque ombre ressemblait à un tueur. Chaque écho sonnait comme une condamnation à mort. Mais Aelia serrait Camilla fort, ses bras formant une cage d'os et de chair autour de la seule innocence restante dans le palais. Elle ne regarda pas la mare de sang où l'empereur gisait. Elle ne regarda pas la pouponnière où un enfant gisait brisé contre le mur. Elle courut vers la lumière des quais de chargement, des larmes coulant sur son visage taché de suie, portant le poids de sa survie à travers les décombres d'un empire. Rome ne brûlait pas, mais elle muait. La bête avait perdu sa peau et la chair crue et sanglante d'une nouvelle ère était déjà exposée. Aelia émergea des tunnels de service dans la lumière aveuglante du Forum Boarium. L'air y sentait le bétail et la boue de la rivière. Un contraste saisissant avec le goût métallique du sang qui saturait le cryptoportique. Derrière elle, sur la colline du Palatin, une colonne de fumée noire commençait à s'élever contre le ciel azur. Ce n'était pas le Paléon qui brûlait, c'était la preuve. Alors qu'elle naviguait dans les rumes chaotiques, serrant le poids endormi de Camilla sous sa cape d'esclave, elle entendit les rumeurs voler comme des étincelles d'une enclume. « Le tyran est mort !» cria un poissonnier, renversant un panier d'anguilles dans son excitation. « Vive la République !» cria un autre. Mais Aelia savait mieux que quiconque. Elle avait vu la garde prétorienne envahir le palais, non pas pour libérer la ville, mais pour sécuriser leur salaire. Alors qu'elle fuyait les quartiers des serviteurs, elle avait aperçu une procession surréaliste. Un homme tremblant d'âge moyen, boitant, porté sur les épaules des mêmes soldats qui venaient d'assassiner son neveu. Claude, le fou de la famille, l'homme qui bégayait et se cachait derrière les rideaux. Les soldats ne criaient pas pour la liberté, ils scandaient son nom, Impérator César. La machine ne s'était pas brisée, elle avait simplement trouvé un nouvel opérateur. Aelia arriva au carrefour près du temple de Portunus. À gauche se trouvait la route vers l'Aventin, vers la villa où Lucius l'attendait. Il arpentait probablement l'atrium terrifié, attendant l'aube pour apporter soit la mort, soit un nouveau maître à servir. Si elle revenait, il pleurerait de soulagement. Il demanderait si elle était blessée, et puis le lendemain, lorsque le nouvel empereur exigerait sa présence, Lucius mettrait sa toge, laverait le sang de ses mains et retournerait au Sénat pour applaudir le prochain monstre. Elle regarda à droite, vers les quais du Tibre, d'où les barges de céréales partaient ainsi pour Ostie et la haute mer. Elle n'hésita pas. Elle tourna à droite. Lucius était le fantôme d'une vie qu'elle avait déjà enterrée. Les quais étaient une frénésie d'activité. Les capitaines criaient au désordre, sentant l'instabilité dans la ville et désireux de partir avant que les ports ne soient enfermés.
Aelia scruta les navires jusqu'à ce qu'elle trouve un lourd navire marchand, l'Isis, dont les voiles étaient à main déjà hissées. Il était à destination d'Alexandrie, l'Égypte, une terre de dieux anciens et de soleil aveuglant, loin des 7 collines. Elle s'approcha de la passerelle. Un robuste marin phénicien avec une barbe comme de la paille de fer lui bloqua le chemin. « Pas de passagers, grogna-t-il, crachant dans l'eau. Seulement de la cargaison. Nous partons avec la marée. » Aelia abaissa la capuche de sa cape juste assez pour qu'il puisse voir ses yeux. Ce n'étaient pas les yeux d'une esclave. Elle plongea la main dans les plis du lange de Camilla et en sortit un lourd collier en or incrusté d'émeraudes. C'était le dernier vestige de sa dot, une pièce qu'elle avait cachée des semaines auparavant pour ce moment précis. « Je ne suis pas une passagère, dit Aelia, sa voix dure et plate. Je suis une cargaison, et cela paie pour une cabine, le silence et aucune question jusqu'à ce que nous voyions le phare de Pharos. » Le marin regarda l'or, puis le chaos montant du centre-ville. Il attrapa le collier. « Descendez, marmonna-t-il, restez hors de vue. » Alors que le navire appareillait, le courant du Tibre saisit la coque, les éloignant du cœur du monde. Aelia se tenait sur le petit pont arrière, caché par des caisses d'amphores, regardant la ville rétrécir. La fumée continuait de s'élever du Palatin. Elle savait ce qui alimentait ce feu. La rumeur s'était répandue que Claude, dans une tentative désespérée de stabiliser son règne et de se distancier de la folie, avait ordonné la destruction des papiers personnels de Caligula, les registres, les livres contenant les noms des femmes du bordel, les reçus des services, les notes cliniques sur la torture des pères. Tout cela se transformait en cendres. L'histoire officielle serait écrite par des hommes comme Suétone et Tacite, des hommes qui se concentreraient sur la politique, la folie, les grands hommes. Ils écriraient sur Caligula le monstre. Mais les noms dans les livres, le nom Aelia, ils seraient effacés. La fumée emporta sa honte dans le ciel, disparaissant dans le vent. C'était une injustice finale. Sa souffrance était effacée de l'histoire, mais c'était aussi une libération. Si le registre était parti, elle pouvait être n'importe qui. Le navire passa le méandre de la rivière, et les grands temples de Rome commencèrent à s'enfoncer sous l'horizon. Le vent se leva, sentant le sel et la liberté. Camilla bougea dans ses bras. L'enfant bâilla, se frottant les yeux, les effets des larmes de pavot s'estompant enfin. Elle leva les yeux vers sa mère, clignant des yeux dans la lumière vive du soleil. « Maman » murmura-t-elle. « Où est-ce le méchant » Aelia regarda le rivage qui disparaissait. « Parti, mon amour, il est parti. » Elle tendit la main et détacha la rude cape de laine qu'elle avait volée. En dessous, elle portait toujours la soie déchirée et tachée d'une noble romaine. D'un mouvement soudain et violent, elle arracha la tunique de soie, se retrouvant seulement dans sa simple sous-tunique. Elle froissa le tissu coûteux, le symbole de son statut, de sa caste, de sa cage, et le jeta par-dessus la rambarde. La soie flotta un instant sur l'eau sombre, une tache jaune safran, ballottant dans le sillage, avant d'être engloutie par la rivière. Aelia serra Camilla contre elle, enveloppant l'enfant de sa propre chaleur. Elle avait tout perdu. Son mari était un étranger. Son père était mort. Sa ville était un souvenir. Son nom était Cendre. Mais elle baissa les yeux vers le petit visage confus de sa fille. Camilla grandirait sous le soleil d'Égypte. Elle apprendrait à lire le grec. Elle rirait quand elle voudrait rire. Elle ne connaîtrait jamais le froid toucher d'un sol de marbre ou le son d'un dieu demandant un mot de passe. Elle ne connaîtrait jamais le nom de Caligula. Le vent fouetta les cheveux d'Aelia sur son visage. Pour la première fois en 4 ans, les muscles autour de sa bouche ne lui faisaient plus mal à force de maintenir une fausse pose. Ses lèvres se courbèrent vers le haut. Ce n'était pas un sourire de soumission polie. Ce n'était pas un sourire de survie. C'était un sourire de victoire. Elle tourna le dos à Rome et regarda vers la mer ouverte. L'histoire d'Aelia nous rappelle avec force que même dans nos heures les plus sombres, lorsque la dignité est piétinée et que l'espoir semble éteint, le pouvoir de l'amour demeure une flamme inextinguible. Caligula possédait le pouvoir absolu de détruire le corps, mais il n'a pas réussi à briser l'esprit d'une mère protégeant son enfant. Dans nos vies quotidiennes, nous ne faisons peut-être pas face à un tyran romain, mais nous devons tous traverser nos propres corridors sombres, pression, injustice ou adversité qui menacent donc de nous consumer. Rappelez-vous, le courage n'est pas toujours le rugissement d'un guerrier brandissant une épée. Parfois
Le courage est la voie tranquille qui ravale les larmes, la force de renoncer à un statut creux pour protéger nos valeurs fondamentales, et ceux que nous aimons le plus. La plus grande victoire n'est pas de conquérir le monde, mais de préserver l'humanité dans nos cœurs tout en traversant la tempête. Si cette histoire de résilience et de sacrifice a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton J'aime et partager cette vidéo. Votre petite action nous aide à continuer de déterrer des pages oubliées de l'histoire et à donner une voix aux victimes anonymes du passé. Veuillez laisser un commentaire avec vos réflexions sur le choix d'Aelia et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines histoires historiques émouvantes. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches. Qu'il vous accorde la force de rester ferme face à toute adversité, la sagesse de trouver la lumière dans l'obscurité et un cœur courageux pour guider votre famille en toute sécurité à travers les tempêtes de la vie. Si vous croyez au pouvoir de cette protection et de cet amour divin, veuillez taper Amen dans les commentaires pour nous rejoindre dans la prière et partager ces bénédictions les uns avec les autres. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.